qui concerne plus la crise de la démocratie. Donc vous, Monsieur Mélenchon, affirmez que la Ve République souffre d'une crise démocratique, dont les symptômes sont la hausse de l'abstention, le manque de représentation du peuple ou l'irresponsabilité des élus. Pour lutter contre cette crise démocratique, vous êtes en faveur du renouveau des institutions étatiques. Face à Éric Zemmour, sur le plateau de BFM TV le 23 septembre, vous énonciez « Je suis pour qu'il y ait une assemblée constituante dans la foulée de la révolution de 1789. Cette fois-ci, il faut abattre la monarchie présidentielle. Le peuple pourra intervenir dans des référendums d'initiative populaire et pourront chasser les élus par des référendums révocatoires. La souveraineté du peuple est la règle suprême. » Pensez-vous qu'il est impératif de rédiger une nouvelle constitution et ainsi d'entrer dans une 6e République? Ne serait-il pas tout aussi efficace de réformer les institutions de la Ve République? Non. Sinon, je l'aurais dit, non, mais blague à part, ces institutions ont déjà été réformées 23 fois. Et seulement 2 fois par référendum. Elles sont, il faut en faire une rapide histoire que vous connaissez comme moi. La Constitution de la Ve République a été promulguée par un petit groupe de personnes qui l'ont rédigée, ensuite soumise à référendum. La patrie avait une crise terrifiante à régler et les institutions sont prévues pour concentrer le pouvoir sur une sorte de Bonaparte qui était en situation dès lors de prendre des décisions qu'il fallait prendre de toute façon. Et en l'occurrence, il s'agissait d'amputer la France de 13 départements, les départements algériens, où la lutte de libération nationale avait constitué l'Algérie, et il fallait que les Français acceptent cette réalité. Ils n'ont pas accepté de bon cœur, et ça s'est fait, comment dire, en tordant un peu les bras. Au demeurant, il y avait eu une tentative de putsch avant, donc on pataugeait dans une ambiance assez glauque. Je dis tout ça, vous voyez, presque amicieusement pour ceux qui ont mis au point cette constitution, mais déjà à l'époque, nombre des nôtres ne voulaient pas en entendre parler et avaient aperçu le caractère centralisateur, monarchique, anti-parlementaire que ces institutions contiennent. Je rappelle le bouquin de François Mitterrand, Le coup d'État permanent, qui racontait ce que sont ces institutions. Lui-même ne les a pas changées, ce qui est un reproche qu'on peut lui faire, même si en 1992, il avait lancé un processus pour ça, qui s'est terminé en eau de boudin d'une commission je ne sais pas quoi, qui a proposé 3-4 changements sans conséquence. Donc ça, c'est pour l'histoire. Donc si on fait de même, c'est-à-dire qu'on réintègre le moment politique que nous vivons dans l'histoire de notre pays, disons-nous des choses simples. La France de 1958, c'est une France rurale. Aujourd'hui, la France de 2021, c'est une France essentiellement urbaine, à 80%. C'est une France où à peine 10% d'une génération accède au baccalauréat. Aujourd'hui, c'est 80%. C'est un pays où les femmes n'ont pas les droits égaux des hommes jusqu'au plus élémentaire, comme posséder un carnet de chèques, comme pouvoir aller travailler sans l'autorisation de son époux. Les femmes représentent à l'époque à peine 30 ou 40% de la population active du pays. Aujourd'hui, c'est 80%. Ce sont des modifications fondamentales. De même, dans la manière de vivre et la possession de soi, à l'époque, 1958 et jusqu'aux années 60 bien tassées, pas de contraception, pas de droit à l'avortement. Donc la condition humaine, autant que la condition sociale, la condition intellectuelle, ont été entièrement bouleversées depuis la période de 1958. Au demeurant, s'y est ajouté un autre phénomène qui a été le recours à la main-d'œuvre immigrée, choisi comme option préférentielle par le patronat français, d'une part pour intimider les salariés du cru, et d'autre part pour faire baisser la valeur du travail. Et dans ces conditions, eh bien, il s'est produit ce qui se produit tout le temps, c'est-à-dire que les populations, fort heureusement, se mélangent. Je dis fort heureusement pour quelques obstinés qui pensent que ce n'est pas une bonne chose. Il y a des endroits où on ne se mélange pas. Je vous invite à aller voir à quoi ça ressemble. Franchement, ça ne donne pas envie. Donc, nous nous sommes mélangés. En 1958, vous avez un Français sur 10 qui a un grand-parent étranger. Aujourd'hui, vous en avez 1 sur 4. Et si vous regardez autour de vous, vous vous apercevrez de la force d'un phénomène qui n'est pas un projet politique, mais qui est juste une réalité humaine qui se passe de toutes les autorisations. Je ne vous parle même pas du métissage humain,
parce que je n'aime pas donner à cette idée un contenu biologique qui sera en quelque sorte supérieur aux aspects culturels. Les êtres humains sont d'abord des êtres de culture. Mais vous avez sous les yeux ce qu'est la créolisation de la France. La créolisation, c'est-à-dire l'interpénétration des cultures, le brassage qui produit quelque chose de nouveau. La France est spécialiste depuis toujours, en tout cas jusqu'à M. Zemmour, les gens étaient normaux, et se sont réclamés de cette créolisation. Nous sommes le seul peuple d'Europe qui prétend avoir été gallo-romain. Hein. Je le dis souvent, les Espagnols auraient pu le dire, parce qu'eux, en effet, ont donné 3 empereurs dans la période classique à Rome. Nous, en 400 et des choses, non, en 300 et des choses, il n'avait rien à voir avec nous, il était d'importation. C'est Julien l'Apostat. Il a au moins ça de commun avec les Français, l'anticléricalisme. Donc, pour le reste, tout au long de notre histoire, nous avons porté cette idée du mélange, et surtout de la culture comme définissant notre identité commune. Mais culture en devenir, en construction, pas à l'allemande, pas dem deutschem Volk, hein, le peuple au sens ethnique du terme. Nous, ne serait-ce que par exemple l'usage de notre langue, le français, est décidé par un roi comme étant la langue des écrits officiels par opposition au latin, c'est François Ier qui décide ça, mais il le décide dans des conditions où en réalité personne ne parle français ou peu, très peu de monde. Hein. Et donc nous nous sommes construits comme peuple avec une langue autour d'une décision politique, pas d'un truc qui résultait de la culture. À l'époque, il y a d'autres langues, la langue occitane, la langue provençale, la langue bretonne, la langue basque. Et le pays, il y a des langues de tous les côtés. D'ailleurs, à la fameuse bataille de Valmy, où on a dit qu'a commencé l'ère moderne et la République française, puisque le lendemain on proclame la République, les gens ne parlaient pas la même langue. Et ils ne priaient pas le même Dieu non plus. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils se disaient à l'époque, parce que protestants et catholiques considéraient qu'ils n'étaient pas dans la même barque. Donc ce peuple s'est construit comme ça. Et puis je peux vous dire que la littérature française, qui commence dans le XVIe siècle dans la langue française, c'est une littérature purement et simplement inventée. À l'époque, c'est tellement grossier que certains disent bah, vous charriez quand même, vous recopiez purement et simplement des fables latines. Et les auteurs de l'époque, Marot, Ronsard, que sais-je encore, ont trouvé un nom savant qui faisait bien déjà dans la bonne société de l'époque, pour dire qu'ils étaient tellement pénétrés de littérature classique qu'ils appelaient ça l'innutrition, d'accord ? Pour pas dire le plagiat, la pompette, ou ce que vous diriez aujourd'hui avec des mots plus simples. Donc nous sommes ce peuple, d'accord ? Ce que les autres racontent n'a jamais existé. Il n'existe pas de France traditionnelle autrement que dans le cerveau de ceux qui se reconnaissent dans la tradition. Et le choix de la tradition par rapport au mouvement est un choix politique depuis toujours. Autrement dit, vous avez toujours eu 2 grandes familles philosophiques et intellectuelles, les unes qui pensent que le futur est un passé toujours recommencé et que notre rôle dans la vie est de reproduire les schémas du passé et de bien tenir notre rôle. Les filles savent de quoi il s'agit, les garçons moins souvent, à qui on donne l'illusion qu'ils vont inventer quelque chose, à la condition de ressembler aux hommes de la génération précédente, c'est-à-dire d'être viril, de ne pas pleurer, de ne pas lire de poésie, etc., 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 qui faisait l'archétype du garçon réussi, qui sait aussi planter des clous, et ainsi de suite. Donc, et puis il y a ceux qui pensent qu'on n'est pas du côté des racines. Hein. Les racines, vous savez comme moi, elles disparaissent dans la profondeur de l'humus, elles vont dans le passé, dans l'obscurité, dans la chose non éclairée. Et puis, il y a l'autre partie de l'arbre, c'est le feuillage. Lui, il est tourné vers la lumière. C'est lui qui fait les opérations essentielles hein, de la photosynthèse et qui fait vivre le tout, racines compris. Donc, bon, voilà, vous connaissez mon parti pris. Je suppose que je le partage avec quelques-uns d'entre vous. J'ai envie de dire que pour certains, il n'y a pas le choix. Hein, donc, bon, voilà, on fait feuillage parce qu'on ne sait pas sinon quel genre de racine on voudrait être. Hein. C'est mon cas. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie. Je préfère être... voilà, je préfère aller sur Mars que retourner au bled d'origine. Voilà. Donc, ça, c'est la tradition de la France et de sa construction. Vous demandez quel rapport avec les institutions ? Ben justement, c'est tout ça qui fait que vous êtes des citoyens. Vous n'êtes pas d'un côté des citoyens prenant des décisions technocratiques et de l'autre côté des individus de chair et de sang et de culture. Donc, puisque tout ça a été brassé, brassons-nous un bon coup politiquement. Je finis là-dessus. La constituante est une stratégie révolutionnaire. Ce n'est pas juste une assemblée qu'on convoque pour correspondre à ce qu'on a lu dans les manuels
de droit. C'est une stratégie révolutionnaire qui dit le peuple va s'auto-fonder, s'auto-proclamer, s'auto-constituer en se reconnaissant des droits, en proclamant des droits pour lui-même, pour la nature, pour sa relation à la nature, pour sa relation à la société. Et c'est dans cette opération que se constitue le nouveau peuple français, le nouveau peuple de la Nouvelle-France, parce que nous sommes dans une Nouvelle-France. Et qu'il est temps de mettre les habits qui correspondent à ça. Après, il y a d'autres questions comme, vous le savez. Alors, ce que je suis en train de vous dire là, il faut savoir que des constituantes avec les droits que nous venons d'évoquer, que vous venez d'évoquer pour moi, existent dans plusieurs pays du monde. Notamment plusieurs États des États-Unis ont le système du référendum révocatoire et les constituantes ont été utilisées comme une méthode politique de rassemblement populaire et d'union populaire dans les pays de l'Amérique latine que je cite souvent, pas seulement par sympathie pour eux, mais parce que c'est le seul endroit du monde où la chaîne du néolibéralisme a été rompue. S'il y en avait ailleurs, j'apprendrais la langue du coin. Mais pour l'instant, il n'y a que ça. Et quelques pays aussi en Asie où les mobilisations populaires sont parvenues au niveau des révolutions citoyennes. Donc je les ai vus faire, j'ai été voir, pas pour donner des leçons de socialisme, ni pour faire comme tous les autres Européens prétentieux et arrogants, aller expliquer aux autres ce qu'ils doivent faire sans soucier de savoir ce qu'ils font pas chez eux. Et j'ai regardé, j'ai appris et j'ai vu comment ça fonctionnait. Et j'ai vu qu'en effet, la proclamation d'une constituante est un acte politique d'une incroyable force. J'ai vu des paquets de pâtes distribués avec des articles de la Constitution en débat dessus. J'ai vu des colonnes de gens arriver depuis les petits villages et remonter vers la capitale où avait été installée l'Assemblée constituante de l'Équateur, chacun venant un peu comme a été les grandes heures de la Révolution française, que peut-être vous ne savez pas, mais l'Assemblée de la Révolution française était continuellement envahie par des groupes de gens qui venaient lire des pétitions, des textes, des machins et tout ça, ce qui mettait hors d'eux un certain nombre de gens en disant mais ici c'est une foire, parce que c'est tout le temps qu'il y a du monde qui vient parler d'autre chose que ce dont on parle nous. Mais c'est ça, la mobilisation, le moment d'incandescence politique qui va fondre en un seul bloc le peuple qui accepte la Constitution par référendum après l'avoir lui-même rédigée. Voilà pourquoi, pardon, j'ai été un peu long, mais j'ai voulu vous montrer l'aspect culturel, l'aspect juridique qui fonde l'idée d'une stratégie révolutionnaire basée sur la Constituante. Ça exclut que le rôle d'écrire la Constituante soit confié à quelqu'un. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai vu qu'il y a au moins un candidat qui dit qu'il faut donner un mandat constituant au président de la République, puis quoi encore? Pourquoi une personne, ça va recommencer? Là, on a un prince qui décide de tout seul. Il applique, il le fait légalement. Tout ce qu'il fait est légal. C'est la Constitution. On fait un conseil de défense pour décider des questions sanitaires. Ensuite, il décide tout seul qu'on va mettre des mini-réacteurs dans tout le pays. Personne ne lui demande rien. On ne nous demande pas notre avis. Nous, on n'est que des députés, donc à quoi bon? Et puis, par exemple, il décide de faire la guerre ou de l'arrêter, suivant ses humeurs. Et puis, des fois, il décide de l'arrêter, mais de la recommencer. Et puis on est là, on regarde les balles passer, quoi, voilà, c'est tout. Donc si vous supportez ça, c'est que vous avez une piètre idée de vous-même. Et surtout une piètre idée, qu'on connaît tous, qui est l'idée des rustres. La démocratie, ça prend du temps. Et puis alors, il y a l'illusion technocratique que de toute façon, il y a une solution et c'est la bonne. Et c'est pas la peine d'en parler pendant 100 ans, du moment qu'on a trouvé le bon expert pour la bonne solution. Voilà, je connais ça à l'Assemblée nationale. On nous l'a rempli avec des députés macronistes qui étaient tous... Alors on se plaignait des profs qu'il y avait avant, maintenant on a des DRH là-dedans. Alors ils ont l'habitude qu'on obéisse. Et alors il dit, quoi, vous parlez encore? Si vous voulez vous taire, restez chez vous. Ici, ça s'appelle Parlement. Donc oui, on vient pour parler, oui, on dépose des centaines d'amendements et on discute de tout. Voilà, ça fait partie des droits démocratiques. Si vous croyez que vous allez trouver une meilleure décision parce que vous allez vous mettre à 4 dans un bureau pour trouver quelque chose de génial, on connaît le résultat. On l'a vu des dizaines de fois ce que ça donnait. Ça donne des catastrophes, des situations qu'on enterre, dont on ne parle plus parce que c'est trop gênant. Comment on a pu prendre une décision aussi stupide? Comment on a pu décider de choses aussi invraisemblables qui nous engagent tous sans qu'on ait donné notre avis? Voilà ce que vient faire la Constituante. La Constituante, c'est un projet global. Ce n'est pas juste une trouvaille technique et juridique.